Sur France Info. Et nous, on va se poser cette question avec nos experts et nos invités. Si le président chinois Xi Jinping était le leader que Donald Trump rêverait d'être. Juste après la visite de Donald Trump à Pékin, voilà un certain Vladimir Poutine qui arrive en Chine dans quelques jours. Une séquence diplomatique certainement explosive. Pékin, Moscou et Téhéran sont-ils en train de construire un nouvel ordre mondial contre Washington? On posera donc la question dans un instant, mais d'abord, écoutez Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin aujourd'hui. Les prochains contacts bilatéraux entre la Russie et la Chine seront une bonne occasion d'échanger des points de vue sur les contacts qui ont eu lieu entre la Chine et les États-Unis. Et pour en parler de cette annonce, alors on se doutait que Vladimir Poutine allait aller en Chine dans les prochaines semaines, mais c'est vrai que la concomitance des dates avec le déplacement de Donald Trump interpelle. On va en parler avec Pierre-Antoine Donnet. Bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue Asia Magazine. Merci d'être là. On est en ligne également avec Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du média en ligne lemondedécrypté.com. Bonjour, merci à vous également. Et Hugues Huette, notre spécialiste des questions internationales, est avec nous. Hugues, on va le dire, c'est vrai que cette histoire d'agenda, ça nous a interpellés quand on a entendu Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, et qu'on a vu effectivement l'agenda du Kremlin, l'agenda de Vladimir Poutine. Alors, je vais vous décevoir, mais ce n'est pas un coup politique de la part des Chinois. Cette visite, en fait, elle était prévue et annoncée depuis quelques semaines. On attendait juste la date précise, en fait. Et il faut ajouter aussi à cela que c'est Donald Trump qui a reporté son séjour qui était prévu initialement début mars. Et puis, le fait est que la guerre en Iran a commencé. Et donc, Donald Trump avait décidé de reporter sa rencontre avec Xi Jinping. Cette venue de Vladimir Poutine, on va dire, c'est assez routinier. Ça va être la troisième venue donc, de Vladimir Poutine. Pendant que vous parlez, on voit l'agenda de Vladimir Poutine. Voilà, 19 et 20 mai, donc c'est très bientôt, mardi, mercredi. Il s'est déjà rendu à 2 reprises, donc une troisième fois, depuis le début de la guerre en Ukraine. En 2023, c'était à l'occasion d'un forum sur les routes de la soie. Et puis en 2024, et là c'était important parce que c'était toujours évidemment à l'invitation de Xi Jinping. Et là c'était pour le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Russie. Donc vous voyez, il y avait quand même un aspect un petit peu protocolaire, un peu important lors de cette réunion. Là, cette fois-ci, effectivement, l'occasion fait le larron, si j'ose dire, si vous me permettez l'expression. Et c'est ce que disait Dmitri Peskov. Effectivement, Vladimir Poutine serait certainement très intéressé à l'idée de savoir un petit peu quelle a été la teneur des discussions entre le président chinois et son homologue américain. Il n'y va pas pour rien, évidemment. Gérard Vespierre, hasard diplomatique, comme nous suggérait, en tout cas de calendrier, comme nous suggérait Hugues Huette à l'instant, ou démonstration géopolitique calculée? Écoutez, je pense qu'en tout cas, le résultat d'un point de vue communication, d'un point de vue médiatique, donne effet à un avantage et une image. Il y a un massage de l'opinion politique mondiale, n'est-ce pas, qui voit donc la Chine en tant qu'arbitre, d'un côté le conflit en Ukraine, de l'autre côté le conflit en Iran. Eh bien, effectivement, il y a l'interlocuteur américain qui se déplace, l'interlocuteur russe qui se déplace également, et donc la Chine apparaît au milieu de cela comme étant un potentiel contributeur, voire un faiseur de paix. On va évoquer cela, évidemment, Pierre-Antoine Donnet, parce que il y a quelques minutes dans cette émission, un de nos invités nous disait « Xi Jinping a donné une leçon de diplomatie à Donald Trump lors de cette visite ». Et c'est vrai qu'on a analysé comme le fait que le président américain rentrait un petit peu bredouille, entre guillemets, de cette visite. Bon, il y a quand même une vente de Boeing, on va pas la négliger, en tout cas une promesse de vente, mais c'est vrai que... on se dit que Xi Jinping, aujourd'hui, c'est lui qui, d'une façon très silencieuse, peut-être même froide, détient les clés de certains conflits. Je dirais que c'est un peu le maître des horloges, dans la mesure où la Chine affiche sa puissance économique, et industrielle et technologique, et en use et en abuse. Alors oui, c'est vrai, il ne l'a pas dit de cette façon évidemment, mais Donald Trump est parti presque bredouille.
Parce que cette commande de 200 avions, je crois que c'est des 737, c'est très en retrait par rapport aux espoirs du marché qui comptaient sur 500. Il n'y a que ça comme résultat tangible. Alors, sur le plan diplomatique, donner une leçon, est-ce que Trump apprendra un jour les leçons qu'on lui donne? J'en sais rien. Mais toujours est-il, si vous voulez, que l'approche est totalement différente. Alors, c'est vrai qu'il y a une diplomatie silencieuse de la part de la Chine, mais c'est vrai aussi... redoutablement efficace, non? Pas toujours, ça dépend. Ouais. Vous savez, ils avaient promis beaucoup de choses à la Syrie, par exemple, qu'ils ont abandonné avec pertes et profits le jour venu. Ils n'ont rien pu faire. Mais indépendamment de ça, les leviers sont importants quand même. Et surtout, je vois en fait une Chine qui gagne sur tous les fronts avec, la guerre en Iran aujourd'hui et deux, la guerre en Ukraine depuis maintenant des années. Alors, je voulais vous proposer d'écouter un certain Donald Trump. Ça n'est pas vieux, c'était hier. Écoutez ce qu'il disait du président chinois. Xi Jinping est un homme que je respecte énormément. Nous sommes devenus de très bons amis. Cela fait maintenant 11 ans, presque 12 que nous nous connaissons. C'est long. Nous avons réglé de nombreux problèmes que d'autres n'auraient pas pu résoudre. Gérard Vespierre, Donald Trump pensait-il pouvoir détacher la Chine de la Russie en renouant le dialogue avec Xi Jinping? Et l'annonce de ce matin, même si effectivement le voyage était attendu, semble être une réponse assez cinglante. Détaché, non, je pense que d'abord il y a un lien historique, il y a un lien géographique. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas, en une visite de 48 heures, renverser à la fois la géographie et l'histoire. Donald Trump avait une carte à jouer, certainement il l'a jouée dans les relations bilatérales, il a essayé de la jouer aussi dans les relations plus militaires qui se passent actuellement en Iran et puis aussi du côté de l'Ukraine. Donc il y a 3 finalement dossiers à gérer pour lui et on va voir dans les prochaines semaines s'il y a effectivement une amélioration de la situation dans le détroit d'Ormuz parce que les Chinois ont donné un petit coup de pouce à cette situation-là, si les armes vont finir par se taire en Ukraine dans les prochaines semaines par exemple. Donc il faut des éléments concrets dans les prochaines semaines ou tout prochain mois pour l'été pour voir effectivement d'éventuels résultats de la visite de Donald Trump. Alors on va voir d'un autre côté ce que Xi Jinping, le président chinois, disait de sa relation avec les États-Unis. J'ai toujours été convaincu que les intérêts communs entre la Chine et les États-Unis l'emportent sur nos divergences, que la réussite de chaque nation représente une opportunité pour l'autre et qu'une relation stable entre la Chine et les États-Unis est une aubaine pour le monde entier. Huguette, bon, c'est un langage évidemment diplomatique, on l'imagine, surtout à ce niveau, de ces deux superpuissances. Néanmoins, est-ce qu'il cherche à démontrer qu'il peut parler à Washington tout en finalement consolidant ses liens stratégiques avec Moscou qui sont anciens? Oui, ce sont des liens anciens, complexes, et qui se trouvent un petit peu, enfin Vladimir Poutine se trouve un petit peu aujourd'hui dans un rapport de vassal à suzerain, parce que évidemment la guerre en Ukraine l'a très profondément affaibli sur la scène internationale, et puis il ne doit d'une certaine manière son salut qu'à la Chine qui lui achète massivement du pétrole. On reviendra, j'imagine, sur cette question. C'est 200 milliards d'échanges entre les deux pays, donc c'est colossal. Enfin, en tout cas, c'est très important pour la Russie. Ça l'est quand même nettement moins pour la Chine. Et effectivement, Xi Jinping a raison dans sa logique économique, de développement économique et stratégique, de valoriser le fait que deux pays aussi puissants, les deux pays les plus puissants de la planète, les États-Unis et la Chine, puissent entretenir des relations apaisées ou en tout cas commercialement fructueuses. Il y a de nombreux intérêts de part et d'autre. Les Chinois ont des leviers de pression sur l'économie américaine, notamment les métaux rares. On l'a vu lorsqu'il y a eu la guerre sur les tarifs douaniers. Il y a un autre levier de pression qui s'appelle le soja et, on va dire, la viande américaine. Donc les Chinois importent beaucoup de ces produits. Et donc, effectivement, ils peuvent faire pression sur les Américains lorsque ça se passe mal et en leur disant, attendez, vos agriculteurs qui produisent du soja, ils vont devoir trouver des débouchés ailleurs. Donc, oui, les deux pays ont tout intérêt, effectivement, à aller de concert. La Chine, elle, avance à son rythme et espère bien, effectivement, ravir le leadership aux États-Unis
en profitant évidemment à l'occasion des nombreuses erreurs de Donald Trump, donc ça s'accélère peut-être un peu, mais voilà, on est dans cette configuration. Pierre-Antoine Donnet, pour reprendre ce que disait Huguette à l'instant, Vladimir Poutine se rend en Chine comme partenaire stratégique ou comme vassal utile ? C'est un vassal utile, mais l'utilité va dans les deux sens quand même, comme vous venez de le dire. Mais je rappelle une phrase que malheureusement beaucoup ont oubliée, qui était celle du ministre des Affaires étrangères Wang Yi, qui est en fait le numéro 2 du régime, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran à côté de Xi Jinping, qui s'était rendu à Bruxelles en juillet 2025, où il avait rencontré Kallas, qui est la chef de la diplomatie européenne. Kaja Kallas. Et pendant 4 heures d'entretien, il a sorti une phrase clé qui a dit « La Chine ne peut pas se permettre une défaite de la Russie en Ukraine ». Et c'est pas du roman, et ça avait été publié aussi par le South China Morning Post, qui est un quotidien anglophone de Hong Kong, qui est un peu le porte-parole du parti là-bas, communiste chinois. Donc il faut garder ça en mémoire, c'est-à-dire que la survie du régime de Poutine la doit en grande partie à la Chine, qui lui livre toute une série de composants, comme on dit, à double usage, donc y compris militaires, qui aussi tient l'économie russe à flot, effectivement, en achetant d'ailleurs plus de pétrole que jamais aujourd'hui depuis la guerre en Iran. Ça a grimpé de 13% depuis le 28 février. Donc voilà, mais vassal certainement, parce que la Chine en profite énormément, y compris sur le plan géostratégique, en grignotant l'influence russe, notamment en Asie centrale. En sachant, je parlais de diplomatie froide, que derrière la Chine essaie surtout de préserver ses intérêts financiers, mais aussi une forme d'influence sur certaines parties du globe. Oui, mais elle est en position de faiblesse. Donc, ils se connaissent très bien tous les deux. Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés, je crois, plus de 30 fois. Donc, le cynisme de la diplomatie chinoise qu'incarne très bien Xi Jinping, il est à l'œuvre sur tous les fronts. La Chine et la Russie, Gérard Lespierre, c'est un partenariat toujours équilibré ou est-ce que, au final, on voit bien que le déséquilibre est là et que, je ne sais pas ce que fera Vladimir Poutine sur les images, certainement pas, mais dans les coulisses, est-ce qu'il va ployer le genou ? Écoutez, il y a un équilibre, autant qu'il y ait un équilibre entre 1,4 milliard de Chinois et 145 millions de Russes, n'est-ce pas ? Vous connaissez mon amour des chiffres, donc cette présentation-là très limitée donne déjà une indication du rapport de puissance. On attendait une très grande armée russe rapide et donc victorieuse au bout de quelques semaines en Ukraine et on voit le résultat. Donc il y a effectivement un décalage par rapport à la puissance militaire démontrée par la Chine et la multiplication de ses porte-avions. La Russie est démunie, elle vient de mettre à la ferraille son seul et unique porte-avions. Donc voyez-vous, il y a sur beaucoup de critères une différence qui ne pourra pas être gommée par des poignées de main, même si elles sont très chaleureuses. Huguette. Oui, un élément pour aller dans ce sens-là, c'est sur le plan économique. Lors de la dernière rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, donc en 2024, Vladimir Poutine portait avec lui un projet assez important, assez ambitieux, projet économique, d'un gazoduc transsibérien, c'est-à-dire qui ferait environ 2000 km de long. Donc c'est un investissement très important, évidemment, qui viendrait servir la Chine. Mais à un moment donné, les Chinois ont dit OK, nous on est partants, mais c'est vous qui financez. Et donc ce gazoduc, pour l'instant, il est au point mort, parce qu'évidemment, les Russes n'ont pas les moyens de financer ce gazoduc. C'est pour vous donner un exemple de la façon dont les relations se passent entre les deux pays. Le ballet diplomatique, Gérard Lespierre, il ne s'arrête pas là. On a vu le ministre des Affaires étrangères iranien aller en Chine, on l'a vu aller à Moscou. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à la naissance d'un axe, d'un bloc Russie, Chine, Iran face à Washington ? Écoutez, les trois pays sont liés 2 à 2 par des accords stratégiques, n'est-ce pas, entre l'Iran et la Chine, entre l'Iran et la Russie. Et au mois de janvier cette année, 2026, il y a eu un accord stratégique entre les trois. Donc il y a vraiment
une volonté stratégique de s'unir vis-à-vis effectivement de l'Occident et de pouvoir donner tous les éléments d'aide et d'assistance de l'un par rapport à l'autre. C'est la situation de l'Iran actuellement qui demande à ses deux partenaires aide et assistance. Et donc, il y a cette volonté et l'action américaine vis-à-vis de l'Iran est en partie pour effectivement affaiblir cette relation triangulaire. Et puis, si un jour il y avait une chute du régime iranien et un Iran favorable à l'Occident, alors, comme l'a déjà présenté, ou l'ont présenté un certain nombre de dirigeants de la planète, s'ouvrirait un couloir économique et stratégique entre l'Inde et l'Europe, en passant par le Moyen-Orient. Donc, voyez-vous, le conflit actuel en Iran, arbitré par la Russie et la Chine, est au cœur d'un très, très grand axe de substitution aux routes de la soie. Pierre-Antoine Donnet, quand on voit ces ballets de personnalités de premier plan, parce que les États-Unis, d'un côté, avec Donald Trump, c'est une superpuissance, on peut dire la première puissance mondiale. La Russie a perdu, certes, de sa superbe, mais enfin, ça reste quand même un pays majeur. Aller, j'allais dire, visiter l'oracle. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit bien que ces pays, même si par moments, comme les États-Unis, ils sont opposés à la Chine sur bien des dossiers, ils en ont quelque part aussi besoin, même si, on est d'accord, et il ne l'a pas fait ces dernières heures, Donald Trump, y compris dans Air Force One, il ne veut pas l'avouer, évidemment. Oh que non. Si vous voulez, pour reprendre un peu ce qui vient d'être dit, d'abord, sur le plan économique, pour donner la mesure aussi de la comparaison entre la Russie et la Chine, le PIB de la Russie est à peu près égal à celui de l'Espagne, alors que la Chine, c'est le deuxième PIB au monde. Mais pour revenir à votre question, d'abord, y a-t-il ou non un axe du diable contre les États-Unis et l'Occident ? Pas utiliser le mot diable. Hein. Non, mais ça fait référence à ce qu'on entendait aux États-Unis il y a quelques décennies. Il y a en tout cas, ce qui les rapproche, une détestation profonde de l'Occident. Et là, j'ajouterai un pays qui est la Corée du Nord pour dire qu'il y a une nouvelle bande des quatre, pour faire référence à la révolution culturelle, quand on va bientôt... Et on les a vus d'ailleurs sur des images ensemble, il n'y a pas si longtemps, hein, effectivement, la Russie, la Corée du Nord et la Chine, par Donc, exemple. si vous voulez, ils sont ensemble pour évidemment partager cette détestation et tout faire pour effectivement semer le chaos dans le camp occidental, en tout cas le fragiliser tant qu'ils peuvent. J'ajouterais, en deuxième volet immédiatement, que la diplomatie chinoise est extrêmement pragmatique. Elle le fera tant que ça sert ses intérêts. Le jour où c'est plus le cas, je peux vous dire qu'elle changera de camp, enfin, pas pour rejoindre l'Occident, ça c'est absolument hors de question, mais en tout cas, elle reverra son analyse d'une façon draconienne. C'est ça, Gérard Vespierre. Je parlais de diplomatie froide, mais effectivement, ce sont ses intérêts. La Chine, quand elle parle de paix, mais aussi quand elle dit qu'il faut respecter en quelque sorte le droit international, elle pense aussi à elle. Quand elle ne veut pas que Vladimir Poutine s'embourbe dans la situation ukrainienne, c'est aussi parce que quelque part, elle pense à Taïwan. Et vous connaissez la célèbre phrase, n'est-ce pas ? Un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc il y a toujours des arbitrages, soit géopolitiques, soit idéologiques, soit militaires, soit économiques, mais il y a effectivement ce jeu qui se passe. Et dans le cas de Taïwan, vous avez la pression politique plus que militaire. La pression militaire chinoise, elle est faite pour accompagner une possible récupération politique de Taïwan par l'intérieur, n'est-ce pas ? Donc il y a aussi de subtils jeux, dirais-je, entre le déclaratif chinois et l'action en profondeur que mène la Chine vis-à-vis de Taïwan. Mais donc il y a effectivement un jeu d'équilibre que les États-Unis sont amenés à réguler par leur propre présence. Pierre-Antoine Donnet. Moi, je dirais que là, sur le plan militaire à l'égard de Taïwan et à l'égard de toute l'Asie de l'Est, il y a beaucoup de conjonctions d'opérations communes entre la Russie et la Chine depuis maintenant quelques années et qui ont tendance à se renforcer. Et le terrain est très simple, c'est le Japon, Taïwan et ce qui les entoure. Et donc, quand on voit la force de projection des deux pays ensemble, elle est colossale. Donc, quand même, c'est vrai que ça donne à réfléchir.
Ceci étant dit, je crois que ça a été dit, la puissance militaire russe, on a vu ses limites en Ukraine, et la force militaire de la Chine la dépasse, mais alors de façon colossale. On aimerait bien ne pas la voir, évidemment. Pour Taïwan, j'ajouterais juste une chose, c'est que l'option militaire, pour moi, elle n'est pas pour demain, si tant est qu'un jour elle existe vraiment. Moi, je pense que la Chine cherche à adopter tout simplement, comme disait Sun Tzu il y a plus de 2000 ans, vaincre sans combattre, c'est-à-dire tenter d'étouffer l'économie taïwanaise le jour où le moment viendra où Xi Jinping aura la conviction qu'en face, les États-Unis ne réagiront pas. Merci à tous de nous avoir éclairés sur cette question ô combien passionnante.